Madame, Monsieur, bonsoir. En Tunisie, c'est un verdict aux allures de purge politique qui marque un véritable tournant inquiétant pour la démocratie et la liberté d'expression dans le pays. Un ancien Premier ministre condamné à 35 ans de prison. Un ancien chef de gouvernement écope, lui, de 22 ans de prison. 16 ans pour un ancien porte-parole du ministère de l'Intérieur. Une journaliste condamnée à 27 ans, une autre à 5 ans de prison. Bref, une série de condamnations spectaculaires dans l'affaire désormais tristement célèbre d'Instalingo, du nom de la société de production digitale accusée d'avoir comploté, je cite, contre la sûreté de l'État. L'ampleur des peines prononcées, comme vous venez de l'entendre, interroge sur la véritable nature de ce procès et soulève des doutes quant à l'indépendance de la justice ou le président Kais Saïed. L'absence d'ailleurs de réaction des autorités tunisiennes en dit très long. Au-delà du cas d'Instalingo, une question demeure. La Tunisie est-elle en train de renouer avec les pratiques autoritaires du passé ? Autre fait marquant dans le pays toujours. Sur la page Facebook de la présidence, on apprend hier que le président tunisien a limogé sa ministre des Finances pour la remplacer par une magistrate qui occupait le poste de présidente de la Commission nationale de conciliation pénale, donc très loin des milieux financiers. Comment expliquer cette nomination alors que le pays traverse l'une des pires crises financières de son histoire moderne ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir d'abord depuis Paris l'ancienne ministre tunisienne Siham Badi. Bonsoir et merci de nous joindre à nous. Bonsoir. Avec moi sur le plateau, l'expert en relations internationales, professeur à l'université Mohamed V de Rabat, professeur Zakaria Boudaha. Bonsoir. Bonsoir, Cheikh Khadija, merci. Madame Badi, Instalingo, donc cette affaire, peut-être pour contextualiser, en quoi consiste-t-elle ? Pourquoi a-t-elle conduit à des condamnations aussi sévères ? Pourquoi des condamnations aussi sévères ? C'est comme si Kais Saïed voulait dire donc aux citoyens tunisiens, voilà ce que vous risquez si vous restez en opposition, quelle que soit la forme de l'opposition, si vous écrivez, si vous manifestez, si vous vous organisez. Donc tout ça peut être perçu comme une atteinte à la sûreté de l'État, comme une atteinte donc au système donc Kais Saïed veut instaurer. Donc Kais Saïed aujourd'hui veut dire que voilà, les peines peuvent aller jusqu'à, comme vous l'avez signalé, 37 ans de prison, 27 ans de prison pour une journaliste, pour un ancien ministre 35 ans de prison, pour un ancien leader de plus grands partis politiques donc 22 ans de prison, ce qui veut dire voilà ce que vous risquez si vous persistez à vous opposer à Kais Saïed. C'est grave et le système judiciaire tunisien n'a jamais été donc aussi dépendant de la volonté de l'exécutif et de la volonté de la présidence en Tunisie aujourd'hui, malheureusement. Bien sûr, donc en nommant une ministre de la Justice qui, par simple donc ordre, peut ouvrir une enquête judiciaire contre un opposant ou contre un journaliste ou contre un simple citoyen, c'est du jamais vu. Donc les juges, donc ce qu'a fait Kais Saïed aujourd'hui en mettant la main sur les juges et en disant que les lois en Tunisie aujourd'hui est sous ses ordres et sous l'ordre de la ministre de la Justice, c'est très très grave. On n'a plus du tout cette autonomie, cette indépendance et cette liberté. En parlant de liberté, Siham Badi, est-ce que, là vous vous trouvez à Paris, n'est-ce pas ? Est-ce que vous auriez pu tenir les propos que vous tenez aujourd'hui sur cette émission si vous étiez en Tunisie ? Mais bien sûr qu'aujourd'hui, il y en a qui essayent de résister en payant le prix très cher, l'emprisonnement, l'exil, et il y en a qui ont perdu leur travail, il y en a qui sont donc surveillés de près. Il y a des menaces qui pèsent sur les gens à l'intérieur du pays, il y a des menaces qui pèsent aussi sur les gens à l'extérieur du pays qui se retrouvent aujourd'hui dans un exil forcé. Ils peuvent plus rentrer chez eux, ils peuvent plus donc se rendre dans leur pays pour voir leur famille, pour un petit peu superviser leurs biens, superviser leurs projets en Tunisie. Aujourd'hui, il n'y a plus de vie politique, il n'y a plus de vie associative, il n'y a plus de presse libre. Donc, tout ça
est bien sûr interdit aujourd'hui en Tunisie, sinon sous peine de risquer la prison. Alors, en parlant de risquer la prison, vous avez parlé du leader politique. Il s'agit en l'occurrence d'un certain Rachid Ghannouchi, ancien chef du parti d'Ennahda, ancien président du Parlement, qui a été condamné à 22 ans de prison. Mais pas que, sa fille aussi a écopé, ou en tout cas a été condamnée par contumace à quelques 25 ans de prison. 35 ans de prison pour le fils de Rachid Ghannouchi et dirigeant d'Ennahda, pareil, condamné par contumace. Pourquoi des peines aussi lourdes dans un procès et, comme celui-ci, et l'historique aussi de leur position politique, Zakaria Boudahab? Je commencerai d'abord par dire que le président Kais Saïed, c'est quand même un constitutionnaliste, un juriste, et il sait très bien qu'il y a une notion fondamentale qui s'appelle le procès équitable, et que la justice ne devrait pas être expéditive, à moins si nous intervenons dans un contexte de loi martiale, et à ce moment-là, oui. Ce n'est pas le cas de la Tunisie, bien évidemment, mais on remarque depuis le Maroc que les peines ont été lourdes, expéditives. Si on s'amuse à faire l'addition, on va pratiquement arriver à 760 années si on cumule toutes les peines. Dont une de 54 ans de prison pour un influenceur, Salim Khelil. Absolument. M. Ghannouchi a 84 ans. Et ça nous rappelle curieusement l'affaire de Sensal, qui a été emprisonné en Algérie. D'ailleurs, précisément, on peut se poser la question si les deux régimes ne se ressemblent pas. Chasse aux sorcières. Ou l'un déteint sur l'autre, j'ai envie de dire. Absolument. À un moment donné, d'ailleurs, même, ça c'est la presse qui parle, une certaine presse, bien entendu, que M. Kais Saïed emboîte le pas au président algérien. Il a limogé l'ancien ministre des Finances, je ne sais pas si c'est une femme ou un monsieur. Il nomme rapidement, mais Mme Khadija, évidemment, notre invité ou convive, le sait très bien. Depuis juillet 2021, on avait assisté à une sorte de coup d'État de facto, suspension de la Constitution. Alors, tout le legs et l'héritage de la révolution du jasmin, à un moment donné, on donnait la Tunisie comme étant un exemple de démocratisation. Son modèle a été très apprécié, vu de l'Occident, etc. Il y avait une dynamique. Et d'ailleurs, l'ancien président, M. Marzouki, lui-même a été condamné par contumace, il ne faut pas l'oublier, oui. Et qui est maintenant exilé, hélas, je pense, en France. Par conséquent, on peut se poser la question, cette logique-là de la toute-puissance, ne va-t-elle pas finalement saper, d'abord, l'héritage qui, lui-même, à mon sens, malheureusement, s'est évaporé, et puis c'est une dérive autoritaire qui est remarquable. Troisièmement, M. Kais Saïed, dans sa démarche opérationnelle, parle à chaque fois d'indépendance, de souveraineté, on n'accepte pas les ingérences étrangères, on ne veut pas d'aide. Ça me rappelle aussi tout le feuilleton de la négociation avec le Fonds monétaire international pour octroyer à la Tunisie un prêt, je pense, qui dépasse le 1 milliard de dollars pour faire face à la crise socio-économique très profonde. Tout cela nous interpelle sur précisément cette logique de peine qui, encore une fois, sont dans le cadre de la première instance. Il faut attendre l'appel, oui. Peut-être si la ces Cour peines suprême, sont maintenues, absolument. Ce qu'on souhaite pas. Mais ce sont, d'ailleurs, ça a été dit par Madame Siham, c'est un procès politique. C'est un procès politique qui découle d'une affaire, celle d'Instalingo. Instalingo qui est le nom de cette société de production. Qu'est-ce qu'elle produit, cette société? Eh bien, du contenu digital sur les réseaux sociaux. Quels sont ou peut-être un commentaire sur les principaux chefs d'accusation retenus contre les personnes jugées. On parle d'atteinte à la sûreté de l'État. Comment des propos qui ont été tenus sur cette plateforme, ou en tout cas via cette entreprise, peuvent porter atteinte à la sûreté de l'État tunisien? Siham Badi. Oui, il est sûr que devant cette série de condamnations visant toutes ces figures de l'opposition politique, donc on est devant une paranoïa, on ne peut pas dire autre chose. C'est vraiment, ça suscite des préoccupations quant à la liberté d'expression, l'indépendance judiciaire en Tunisie aujourd'hui. Et ces événements-là qu'on est en train de vivre aujourd'hui illustrent bien sûr une tendance inquiétante en Tunisie aujourd'hui, où quand on voit des figures de l'opposition qui sont confrontées à des aussi lourdes peines et à des poursuites judiciaires et des condamnations sévères, c'est vraiment donc, on peut s'interroger sur le respect des droits de l'homme aujourd'hui en Tunisie, les libertés fondamentales
dans ce pays-là et l'avenir donc de l'opposition en Tunisie devant donc toute cette répression et cette mainmise sur le système judiciaire qui est très inquiétante et très grave aujourd'hui. Donc, comme il l'avait dit votre interlocuteur, on a eu jusqu'à 760 années de condamnation, de lourdes peines, et les avocats nous disent que c'est des dossiers quasi vides, qui ne sont pas fondés. On n'est pas contre condamner les gens s'ils doivent donc rendre compte devant la justice, mais les dossiers sont vraiment quasi vides, ce qui explique une fois que ce sont plutôt des condamnations politiques et c'est loin d'être des condamnations pour des raisons que vous avez soulevées, attaque à sûreté de l'État ou je ne sais quoi, parce que Kais Saïed, il voit donc à chaque fois qu'il y a de l'opposition qui se manifeste, il voit dans ça une atteinte à la sûreté de l'État, une atteinte à sa propre personne et du coup donc voilà les lourdes peines traduisent aujourd'hui une vengeance sans égale, une vengeance donc une méchanceté gratuite envers des gens que leur seul crime c'est de s'opposer à lui et de pas accepter son système aujourd'hui ou le projet qu'il est en train donc de pratiquer à la Tunisie aujourd'hui sur le plan économique, politique et autres. Oui. Alors, justement, en parlant de la situation en Tunisie, hier, ce rapport qui date de janvier du Centre pour le respect des libertés et des droits humains en Tunisie, intitulé Tunisie 2021-2024, coup d'arrêt à la transition démocratique et montée des périls. Un rapport qui met en lumière les principales violations, bien sûr, des droits fondamentaux, concentration excessive du pouvoir. Et là, vous l'avez dit tout à l'heure, on dit avec la dissolution du Parlement, enfin de l'Assemblée, répression judiciaire et arrestation arbitraire. Jusqu'où peut aller cette répression? Jusqu'où peut aller ces affaires politiques, Zakaria Abou Dahab? Malheureusement, le contrepoids n'existe plus. Il y avait, c'est vrai, le mouvement An-Nahda de M. Rached El-Ghannouchi, qui était un opposant exilé à l'époque du temps de M. Ben Ali, et qui était une force politique très importante, qui avait joué un rôle important avec les autres organisations politiques syndicales qui ont contribué à cette révolution du jasmin à partir de décembre 2010. Aujourd'hui, le contrepoids n'existe plus. Et comme le disait le grand Montesquieu, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir quand il parlait de la séparation, qui malheureusement n'est plus aussi en Tunisie, où est le Parlement. Donc j'élimine toutes les tendances opposées et pratiquement c'est un peu la raison d'État, comme le rappelait Richelieu, qui était le ministre de Louis XIV. Deuxièmement, l'indépendance de la justice est remise en question, en dépit de toutes les protestations des avocats. Et d'ailleurs, on a parlé de cette justice quasiment martiale, je dirais. Elle est très expéditive. Et il y a un état d'exception de facto depuis pratiquement juillet 2021. Donc pour les observateurs qui disent qu'il y a un retour vers l'autoritarisme, absolument, on est face à ce scénario. Absolument. Selon vous. Qui plus est, le problème c'est que du temps de Ben Ali, on parlait d'un état policier, etc. Et d'ailleurs, on disait que la science politique, c'est une science dite camérale. Mais à l'époque, c'était un autre contexte. C'était venu après le grand Bourguiba, on va dire le fondateur de la Tunisie moderne oui. Qui était aussi un modèle pour beaucoup de régimes, etc., une certaine laïcité, etc. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on sape tous les apports de cette révolution qui avait créé beaucoup d'espoir, mais en même temps, cette dérive autoritaire, il faut le dire, qui va vers une sorte de totalitarisme, sorte de parti unique de facto, puisqu'il n'y a pas d'opposants. Alors, je ne conteste pas, je n'en ai pas le droit, la légitimité de M. Kais Saïed, loin s'en faut. Mais dans les élections, que ce soit celle de 2019 ou celle récente de 2024, quid du taux de participation? Exact. Et ainsi de suite. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous m'avez posé la question... Il y a une marginalisation des partis politiques, donc c'est un peu normal que le taux de participation aux élections soit aussi faible. Cela coule de source. Et comme vous avez dit, moi j'allais même vous dire comme réponse, la limite c'est la fin de son deuxième mandat. Or, le problème, c'est que la population tunisienne est écrasée... Aujourd'hui, elle parle de choses très concrètes. Madame Sihal le sait très très bien. Du pain, de l'huile, sucre, de l'eau, des bouteilles de gaz, etc. Et donc,
le peuple tunisien, maghloub ala amrih, comme on dit, il est un peu fatigué. Mais il va dire, mais moi, je n'ai pas encore le temps ni les forces aujourd'hui de m'opposer à quelqu'un qui est en train de saper tous les apports de cette révolution. Le contexte a changé. Je ne sais pas où cela va encore mener ce peuple que nous apprécions énormément, les Phéniciens, les Carthaginois. C'est aussi Ibn Khaldun, d'ailleurs, tout à l'heure, on a vu la statue où il est enterré, ce grand maghrébin, historien, sociologue, etc. On se pose la question, est-ce que réellement les Tunisiens méritent cet état de choses? Je ne le pense pas. Crise de la démocratie, crise économique et sociale, hausse des inégalités. Justement, il y a eu aussi ce changement soudain, inattendu, à la tête des finances. Il faut rappeler quand même que cette ministre a duré, si je puis me permettre l'expression, depuis 2021 qu'elle est à la tête du ministère des Finances. Et soudain, le président Kais Saïed décide de nommer quelqu'un d'autre à sa place et qui n'a rien à voir avec les finances. Il s'agit d'une magistrate. Un commentaire sur cette nomination, Siham Badi, et ce changement à la tête des finances dans un contexte économique et financier que l'on connaît de crise majeure. Ben là, on est toujours devant des réactions de Kais Saïed. Il n'est pas du tout dans l'action. Il agit selon l'humeur qu'il a le matin quand il se réveille, parce que l'instabilité de l'État qui est en train de vivre la Tunisie est sans égal. Rappelons que là, on est au 4e Premier ministre, c'est-à-dire on n'a même pas un ministre par an. On dépasse toutes les attentes, quoi. On est dans une instabilité sans égale, non seulement sur le plan des droits de l'homme, de politique, mais aussi surtout économique. C'est-à-dire, le peuple tunisien aujourd'hui vit une double peine, quoi, une peine économique et une peine politique. On est en train de vivre un contexte de répression accrue, non seulement les opposants ou les voix critiques en Tunisie qui sont aujourd'hui visées, mais même les plus proches à Kais Saïed, qui sont les ministres qu'il nomme lui-même et qu'il choisit lui-même, et qu'il limoge lui-même sans savoir même pourquoi. Donc, voilà, on ne sait pas pourquoi il a limogé la ministre. On ne sait pas pourquoi il a limogé la ministre des Finances. Mais on n'a jamais su pourquoi il a limogé les autres ministres. Ni celle-ci d'ailleurs. Il a eu, bon. Oui, ni celle-ci, ni les premiers ministres qui ont succédé durant ces 4 dernières années. Il les nomme, il les limoge sans même donner des raisons ou des excuses à ces ajustements. Donc, ce qui crée encore une fois non seulement une instabilité, mais voilà, on est en train d'aller vers l'inconnu et non seulement sur le plan, comme on l'avait dit, politique et de droits de l'homme, mais sur tous les plans. Madame Badi, la nouvelle ministre des Finances, donc magistrate de 3e grade, il faut le dire, elle est présidente de cette commission nationale de conciliation pénale. On aimerait bien comprendre ou peut-être rappeler qu'est-ce que cette commission et comment une magistrate pourra régler les problèmes économiques quand même compliqués que traverse la Tunisie. Mais lui, les problèmes économiques sont loin d'être sa préoccupation majeure. Lui, peut-être que nommer cette magistrate, c'est pour récompenser aussi certaines personnes qui l'ont cautionné, qui l'ont soutenu. Et il n'y a que comme ça qu'il nomme ses ministres, pas du tout par leurs compétences ou par le projet qu'ils peuvent porter dans un domaine ou dans un autre. Il n'y a eu aucune réforme, il n'y a eu aucun projet ni de moyen ou de long terme pour sauver le pays de la crise économique qu'elle est en train de vivre actuellement. Mais je pense que
que, bien sûr, il agit selon, comme je l'avais signalé, selon donc son humeur l'humeur du matin, selon les récompenser celui-là ou celle-là parce que elle a été donc à son service, surtout que maintenant, comme on l'avait bien signalé, le système judiciaire est vraiment sous la prise entière donc de Kais Saïed et de sa ministre de la Justice. Donc du coup, il y a pas de logique. Donc on n'est pas du tout en train de chercher une logique là où il n'y en a pas. Et du coup, donc encore une fois, on va aller, donc la crise ne pourra que s'aggraver et s'approfondir en nommant des gens qui n'ont aucune compétence en la matière, qui n'ont aucun projet donc pour sauver le pays de cette crise économique sans égale. D'autant plus que cette valse ministérielle continue, autant elle continue, autant le pays s'embourbe encore une fois dans cette crise économique et financière. On va rappeler cette alerte du FMI, du Fonds monétaire international, sur la situation du pays. J'ai envie aussi peut-être d'attirer votre attention, Zakaria Boudahab, sur la portée de cette nomination d'une magistrate. Quelle vision politique Kais Saïed cherche-t-il à renforcer à travers le choix de cette nomination dans un poste aussi critique pour les Tunisiens et les Tunisiennes? D'autant plus que le bilan économique du président. Exactement. C'est comme vous l'avez dit, mitigé. Et ça a été aussi souligné par Madame Siham, c'est qu'il a besoin de personnes de confiance qui restent quand même très dociles à ses desiderata. Et je m'en souviens, il y a quelques années d'ailleurs, parce que la personne visitait aussi le Maroc dans le cadre de l'association marocaine de droit constitutionnel, Madame Oukacha, si ma mémoire est très bonne, qui était aussi sa directrice de cabinet, très proche de lui, parce qu'elle était prof de droit constitutionnel, lui a même donné le grade de ministre, et par la suite, tout d'un coup, il la limoge parce qu'il était contre sa démarche de suspension de la Constitution, dissolution du Parlement ou l'Assemblée nationale, et en même temps, je crois, elle allait faire l'objet d'un procès, encore une fois, politique. Vous voyez, et je crois que cette politique de l'humeur matinale, etc., a aussi une certaine raison. Je ne sais pas si, du point de vue de tous les filets qui entourent M. Kais Saïed, ses connexions avec l'Algérie, parce que probablement aussi, il y a, d'une manière ou d'une autre, certaines injonctions, et j'assume ce que je dis, reçues d'Alger, dans le sens où la Tunisie, je l'ai dit, quand Mme Khadija, on avait connu la crise avec la Tunisie, que nous aimons très fortement, avec le TICAD, quand il avait reçu en grande pompe le chef des séparatistes. Et à l'époque, on avait compris que malheureusement, la Tunisie perdait progressivement son indépendance. C'est-à-dire que cette indépendance était émoussée et écornée. Et donc, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est juste un hasard du calendrier où il y a une sorte de coordination. En Algérie également, le ministre ou la ministre des Finances a été écarté, remplacé, je pense que c'était hier. Et on voit dans la presse les réactions qui parfois font allusion à ce genre de choses. Alors, je ne sais pas aujourd'hui quel type de bilan économique on pourrait avancer pour apprécier exactement cette nomination, d'ailleurs d'une personne qui vient de la magistrature, vous l'avez si bien dit, mais si on fait un peu la pondération et l'appréciation globale, Madame Siham a rappelé que 4 premiers ministres ont été écartés. Je m'en souviens, le premier qui était à l'époque avait une certaine personnalité, il avait du punch, mais vous savez, quand il y a deux logiques qui s'excluent, finalement, c'est, comme disait Louis XIV, l'État c'est moi. Et bon, je crois que M. Kais Saïed dit, je vais même être un peu, entre guillemets, extrémiste, en parlant de Mussolini, l'État c'est moi, et c'est malheureux. Alors, vous parlez d'indépendance, l'indépendance quand même de la Tunisie, c'est dans un peu plus d'un mois que l'on célèbre cet anniversaire d'indépendance, le 20 mars. Oui. La Tunisie qui a d'ailleurs eu son indépendance à la même année que le Maroc, en 1956, Siham Badi. Du coup, maintenant, est-ce que les Tunisiens sont otages d'un pouvoir en place et qui reste déterminé à faire la loi à sa guise et surtout à museler ceux qui oseraient dire le contraire? Comment voyez-vous l'avenir, pour finir? Aujourd'hui, il est sûr que
aujourd'hui, on est devant un état très, très, très critique qui est très préoccupant surtout. Hein. Là, aujourd'hui, on est en train de parler du système judiciaire, mais bon, système judiciaire, économique, politique, social, franchement, je pense que tout va mal, malheureusement. Et à la veille du 14e anniversaire de la révolution du jasmin, quand même. Malheureusement, mais j'espère que ce même peuple-là, qui a fait preuve une fois qu'il était capable de le faire, réussira à ne pas se laisser faire et à ne pas donc baisser les bras et donner les règnes à Kais Saïed pour donc en faire ce qu'il a fait de la Tunisie aujourd'hui, malheureusement. Oui, comme vous dites, effectivement, il y a toujours cette flamme qui reste allumée depuis 2011, la flamme de l'espoir, parce que si cette révolution du jasmin a eu lieu, c'est pour rétablir une justice, c'est pour aussi rétablir les droits et qu'on voit aujourd'hui bafoués au vu et au su de tous par un président tout-puissant, Kais Saïed. Encore une fois, je vous réitère mes remerciements au nom de Médien TV. Madame Siham Badi, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, merci pour l'invitation. Marhaba, et merci à vous également, professeur Abou Dahab, toujours un plaisir. Madame Khadija. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Très bonne soirée à tous.